Depuis des décennies, des femmes inventent des solutions pour faire de cette ville un endroit plus vivable. On avait décidé que quand même, quel que soit le coût, on allait reprendre la rue avec nos affiches, nos visuels, nos collages. La lutte, elle continue que, encore une fois, toute femme se sente à sa place où elle veut, j'espère plus jamais entendre une femme dire je peux pas faire ça parce que je suis une femme, que ce soit une profession, aller quelque part ou autre. Et ça serait vraiment le rêve. À qui appartient l'espace public à Marseille? En théorie, à toutes et à tous. Mais en pratique, qui l'occupe? Qui y flâne? Qui l'habite? Si vous le voulez bien, baladons-nous un instant dans la ville. Remontons la Canebière. Nous arrivons dans le quartier des Réformés. C'est la fin de la journée. Les bars, les cafés sont pleins, mais en terrasse et dans les places, peu de femmes. Elles sont un peu plus loin quand on remonte vers la plaine au niveau du parc pour enfants ou à la sortie des écoles. Oui, Marseille, comme beaucoup d'autres villes, est pensée pour soutenir et favoriser les rôles traditionnels masculins. C'est en tout cas ce que pense Leslie Kern, géographe, dans son livre « Une ville féministe ». Et justement, en 2022, lors des universités d'été de l'Assemblée des femmes, le maire de la ville, Benoît Payan, affirmait qu'il voulait faire de Marseille une ville féministe, une ville dans laquelle les femmes se sentiraient écoutées, accompagnées et en sécurité. Et il ajoute, et nous partons de loin. Et nous allons le voir ce soir, nous partons de très loin. Rues privées d'éclairage public, équipements sportifs, occupés quasi exclusivement par des hommes, harcèlement de rue, déficit de transport en public. On ne peut pas dire que Marseille soit une ville confortable pour les femmes et les minorités de genre. Mais si Marseille est loin d'être une ville égalitaire, elle est une ville rebelle, dans laquelle l'oppression appelle depuis toujours l'insoumission. Et depuis des décennies, des femmes inventent des solutions pour faire de cette ville un endroit plus vivable. Et c'est cette histoire-là que j'ai voulu raconter dans Marseille trop puissante, et c'est cette histoire-là dont je veux vous donner un aperçu ce soir. Alors, si vous le voulez bien, imaginons ensemble à quoi ressemblerait cette ville féministe. Commençons par le début. Ce serait un endroit dans lequel on pourrait se déplacer sans avoir peur, librement, sans prendre notre courage à deux mains avant de passer le pas de la porte. Car, on le sait, parmi les facteurs de désertion de la rue, il y a l'insécurité. Selon un sondage Ipsos de 2021, 81% des femmes auraient déjà subi du harcèlement de rue. Et on le sait, la peur restreint le mouvement. Ne pas emprunter des ruelles sombres, ne pas descendre dans les stations de métro, ne pas prendre les transports en public tout court, ne pas porter de jupe, ne pas porter de décolleté. 9 femmes sur 10 adoptent ces conduites d'évitement selon le baromètre sexisme 2023 publié par le Haut Conseil à l'égalité. Et Marseille n'échappe pas à la règle. Le harcèlement de rue et les agressions sexistes rappellent en permanence aux femmes et aux minorités de genre qu'ils ne sont pas les bienvenus dans l'espace public. Et face à cette violence quotidienne subie, des Marseillaises ont répliqué. Depuis que j'ai 13 ans, les hommes commentent mon apparence dans la rue. Nous sommes à Marseille, en 2019, et sur les murs de la ville, cette phrase, en capitale collée sur des feuilles de papier A4. Il s'agit du tout premier collage du collectif Collage Féminicide. Depuis, de nombreux groupes de colleuses autonomes ont essaimé à Marseille, en France et ailleurs. Et je suis sûre
que vous les avez déjà vus le matin, en allant boire votre café, ou le soir, en rentrant du travail. Je vous propose d'en découvrir ensemble quelques exemples. Alors, on le sait, la pratique étant plus ou moins illégale, les colleuses agissent le plus souvent anonymement, en groupe et surtout la nuit. Il leur faut trouver le bon mur sur lequel le papier colle, invisible des caméras, mais visible des passants. Le but, dénoncer les violences conjugales et les féminicides. Et avec cette pratique, ces militantes occupent l'espace public d'une façon nouvelle. Elles ramènent les violences domestiques dans la rue pour en faire une problématique sociale. Et l'objectif, être vues et entendues dans un environnement où elles sont sans cesse invisibilisées et en insécurité. Les collages sont nés 2 ans après MeToo. Mais si les luttes féministes et LGBTQIA+, ont davantage de visibilité aujourd'hui dans l'espace public, ces luttes-là n'ont certainement pas attendu 2017 et trouvent leur ancrage bien plus tôt dans l'histoire de Marseille. On se souvient par exemple en 2012 du site Paytachnek, créé par la militante Anaïs Bourdet. Le site recueille de nombreux témoignages de personnes ayant subi du harcèlement de rue, à Marseille, mais partout en France. En voilà quelques exemples. Cette revendication de l'espace public commence en fait bien plus tôt. Déjà, en 2007, l'émission Le Complot des Cagoles, une émission de radio féministe non mixte, diffusée mensuellement sur Radio Galère, diffusait sa toute première émission. Le thème, la rue. Et au programme, le micro-connard, un montage de perles de connard enregistré par les membres du complot elles-mêmes avec des micros cachés sous leur veste. Je vous propose de découvrir un passage dans Marseille trop puissante dans lequel elle raconte cette expérience. Elles se souviennent de la diffusion de la première émission sur le harcèlement de rue dans le squat où elles avaient l'habitude d'aller. Les hommes étaient sous le choc, ça leur a foutu une claque. Ils nous disaient qu'ils ne pensaient pas que c'était aussi dur d'être une femme dans la rue. Elle ajoute, cette émission a fait réfléchir pas mal de potes, hommes et femmes confondus. Toutes s'accordent à dire que les lignes ont bougé au-delà même des murs du studio. Ce qui était chouette avec le complot, c'est que quand je sortais, je me sentais forte. C'était une vraie prise de pouvoir dans l'espace public. On avait l'impression d'être en groupe, même quand on était seul. Une autre ajoute. D'autant qu'on avait acquis les arguments et la répartie qu'il fallait. C'est d'ailleurs comme ça que l'idée de complot est née. On avait une étiquette, les gens se méfiaient de nous parce qu'on faisait partie du complot. Une dernière ajoute. C'était aussi lié au fait qu'on pouvait enregistrer n'importe qui à n'importe quel moment. Le but de l'émission, montrer la violence ordinaire que vivent les femmes au quotidien, mais aussi et surtout proposer des pistes de résolution et des outils de défense comme l'autodéfense féministe. Pendant mes recherches, je suis allée encore un peu plus loin et je suis tombée sur cette chanson. Je vous laisse deviner de quand elle date. J'ai rêvé d'une rue où la peur me quitterait. Je rêve d'une rue sans la peur à mes côtés. Il est 10 heures du soir, femme rentrez chez vous. Les hommes peuvent aller boire, nous resterons chez nous. J'ai rêvé de grands murs sans images qui me vendraient.
Je rêve de grands murs sans mon corps sur du papier. Mais les murs sont loués à la publicité. Mais les femmes sont vouées à être morcelées. J'ai rêvé d'une ville qui ne serait plus un ghetto. Je rêve d'une ville sans une ombre dans mon dos. Je peux toujours rêver, la rue n'est pas aux femmes. Cette chanson, extraite de l'album Pour des chansons de femmes, a été écrite et produite en 1978 par un collectif de Marseillaises, dont le collectif La Serpillière, au Centre des Femmes, situé non loin, rue Pastoré. Et comme on l'entend dans la chanson, le seul endroit dans lequel les femmes sont représentées, dans la rue, ce sont les publicités. Et on le sait, le plus souvent, elles sont stéréotypées. Les femmes ne sont pas non plus représentées par les noms de rue. Dans un récent rapport datant de 2021, dans la métropole Aix-Marseille-Provence, 86% des plaques de noms de rue portaient des noms d'hommes, contre 14% pour des noms de femmes. Et dans notre ville féministe rêvée, ne voulons-nous pas arpenter des rues qui portent le nom de celles qui se sont battues avant nous ? C'est pourquoi, en 1996, un groupe de personnes anonymes crée les Ladies Pirates. Ces femmes, qui se sont principalement rencontrées dans les milieux militants lesbiens marseillais, décident de reprendre la rue et impriment des fausses plaques de rue qu'elles vont aller coller la nuit du 7 au 8 mars 1996. Et parmi les noms choisis, Clara Zetkin, Rosa Luxembourg ou encore Marie Curie. Je vous propose de découvrir quelques photos de l'époque. Et parmi ces militantes, Patricia Guillaume, dont la pratique du collage me fait penser aux colleuses dont on a parlé tout à l'heure, d'une certaine façon. Et c'est pourquoi je propose qu'elle me rejoigne sur scène ce soir, en compagnie de Lily Lison, colleuse aussi, et fondatrice du collectif Afrofemme. Elles viennent de 2 générations différentes, mais se retrouvent au sein de cette lutte. Nous les accueillons ce soir. Merci beaucoup d'être là ce soir. Lily Lison, avant d'entrer en détail sur votre engagement militant, j'aimerais vous demander à quoi ça ressemble pour vous d'être une femme aujourd'hui dans l'espace public à Marseille. Okay. Question difficile. Question difficile, mais question très intéressante. Déjà, bonsoir tout le monde et merci Margot de l'invitation, déjà pour ce soir et pour le livre et pour visibiliser toutes les luttes, quelles qu'elles soient. Alors en fait, évoluer aujourd'hui en tant que femme à Marseille, déjà pour répondre à cette question, je pense qu'il faut que je me situe. Je suis une femme noire, je suis perçue comme une femme noire dans une société majoritairement blanche. Et donc je pense que l'espace public à Marseille a bien évolué, je pense, depuis 15 ans, ça c'est sûr. Mais en plus, donc, comme vous avez pu en parler, c'est les violences, les agressions sexistes, le harcèlement de rue. En tant que femme noire, je suis confrontée à ce qu'on appelle la misogynie noire. Ça veut dire que je suis à une intersection entre le racisme et le sexisme. Et moi, ce que je me constate aussi à Marseille, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette ville est une ville coloniale. Donc, je suis une Caribéenne, je viens d'une colonie départementalisée. Donc, moi, cette question m'a fait penser à tous les touristes, quand ils arrivent à Marseille, ils vont à Saint-Charles, ils trouvent la bonne mer, c'est très beau, un paysage magnifique. Moi, ce que je vois, ce sont des statues coloniales qui rappellent le passé de mes ancêtres, et en plus de subir le sexisme et le racisme. Merci. On va revenir donc. On reviendra à ces questions-là, mais on va revenir un tout petit peu en arrière. Vous avez participé donc à ce mouvement des collages assez tôt, à ses débuts à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez voulu rejoindre les colleuses et pourquoi vous en aviez besoin à ce moment-là, et surtout comment ça se passait? Parce que ça
fait chez vous, cette expérience? Ouais, c'est vrai que c'était en 2019 que j'ai rejoint les collages féminicides, parce que c'était féminicide à l'époque. Je revenais d'Espagne d'ailleurs, parce que j'ai vécu en Espagne où je suis une militante depuis quelques années. Vous allez le voir dans le livre, je pense, un petit peu mon histoire. Et pour moi, c'était, en fait, comme ça a été dit, c'était sur le fond et sur la forme, parce que du coup, c'était créer un contre-pouvoir. C'est-à-dire pouvoir dire et dénoncer des violences et les mettre aux yeux et vus de tous et de toutes. Ce qui était important, c'est reprendre justement cet espace où nous n'étions pas bienvenus, où nous n'étions pas écoutés. Et puis il y a cet acte de désobéissance civile. Et donc c'est un besoin parce que c'est dans le militantisme. Mais ce que ça apporte aussi, c'est que se retrouver avec des personnes en non-mixité, parce que c'était sans homme cis, ça nous donne en fait effectivement une force en fait. Comme je dis, ça allume en fait la flamboyance de notre militantisme. Et exactement, c'est ce qui a été dit également, c'est que ça donne une force en groupe et ça donne une force seule. Et je pense aussi que ça permet aussi de créer cet égrégore en fait de féminisme qui fait que d'autres qui le verront, soit vont se poser des questions, mais surtout ne se sentiront plus jamais seuls. Justement, donc Patricia, Guillaume, est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Est-ce que vous aussi, ça vous a apporté ça, cette pratique des collages? Donc, même si on entend que ce sont deux pratiques différentes, les choses qui sont dénoncées ne sont pas les mêmes, mais qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, ce moment-là, en 96? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les féminicides, on n'en parlait pas, hein, on les vivait seulement. Enfin, surtout celles qui y restaient. Nous, on a choisi de renommer les rues parce que c'était une chose évidente. Les plaques de rue, tout le monde les voyait. Il n'y avait jamais aucun nom de femme. C'était une évidence pour nous. Et puis aussi, il n'y avait pas cette gravité dans nos années de militance qu'il y a maintenant. On riait beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est une chose qu'on doit dire. On a fait ça vraiment toujours en riant beaucoup. Et ça, c'était une farce un peu au matin, les gens allaient se réveiller. Ah tiens, c'est plus ma plaque de rue habituelle, ce sont des femmes. Ah, il y en a des femmes, tiens. Et on était contente de le faire, très contente. Et d'ailleurs, ça se voit sur les photos. Hein, on sourit, on est contente. Et il y avait beaucoup cette idée-là de enfin reprendre la rue d'une manière joyeuse. Voilà, on voulait s'imposer d'une manière joyeuse, mais quand même, on n'a pas pris de risque non plus, on faisait ça le soir, mais on était nombreuses quand même, enfin on était en équipe, nombreuses, on était une huitaine, voilà. Et puis on a fait d'autres collages à des moments, des collages contre le Front National, où on était un peu plus... Les franges plombières, c'est ça? Les franges plombières, parce qu'on aimait bien les groupes, les petits groupes. Et là, on avait carrément mis des casques au cas où on nous frapperait sur la tête. Et puis voilà, et on avait décidé que quand même, quel que soit le coup, on allait reprendre la rue avec nos affiches, nos visuels, nos collages. Et je vous pose la même question que tout à l'heure. C'était comment à l'époque d'être une femme dans l'espace public? Est-ce que ce que dit Lily, ça fait écho? Est-ce que... Oui, enfin, il y a une gravité actuellement parce qu'on sait déjà plus de choses. Peut-être qu'on avait moins de témoignages, moins de chiffres aussi alarmants. On était beaucoup plus... On était moins consciente de la gravité de la situation. Et du coup, on était un peu plus tranquille, en fait. On estimait que ce qu'on faisait... C'était notre place, on y avait droit. On n'a pas remis en question ce truc-là. On était persuadés de notre bonne place, en fait. Et on avait moins cette inquiétude de est-ce que dans la rue, c'est notre place, voilà. Mais je pense quand même à la marche au flambeau de Aix de 77, où il me semble, si je me rappelle bien, le mot d'ordre, c'était... Viol de nuit, terre des hommes. C'est quand même... c'est pas mal. C'est quand même pas rien comme mot d'ordre. La classe. Il y avait quand même une forme de gravité dans le... Je sais pas, c'était des féministes d'Aix, je crois, qui avaient mis le mot d'ordre. Oui, c'est un beau slogan qui porte bien. Là, oui, je me suis sentie faire quelque chose de très interdit et
très très jouissif en fait. Voilà, c'était formidable. On était Est-ce que vous pouvez nombreuses. nous raconter un peu On était avec nos flambeaux, nos flammes dans les rues d'Aix. En plus, Aix, c'est un petit côté médiéval. On avait l'impression de faire vraiment une fête, un sabbat, voilà. Et on a déambulé dans Aix-en-Provence avec nos cris de sorcières, parce qu'à l'époque, c'était quand même bien la mode. Et puis, le slogan « Viol de nuit, terre des hommes ». Et on a fait un truc, alors là, qui nous a... C'était toujours pareil, on s'amusait quand même, on n'oubliait pas de s'amuser. On est allé au cinéma porno d'Aix-en-Provence, qui maintenant est celui qui est dans les petites rues. Je rajoute, était un cinéma où il y avait d'un côté Disney, et d'un côté, le cinéma porno. Ah, j'ai découvert ça pendant l'enquête. Ah, d'accord. Oui, et là, depuis, c'est un cinéma d'arrêt d'essai. Oui, c'est devenu un cinéma d'arrêt d'essai, ouais. Le porno mène à tout. On a vu une émission hier soir sur Arte qui le disait d'ailleurs. Et donc, on s'est mis à la sortie de ce cinéma. On a bombé les vitrines avec le même slogan, d'autres slogans. Les gens du cinéma ont tellement eu peur qu'ils ont fait sortir les clients par l'issue de secours derrière pour les faire s'échapper au cas où on se serait mis à leur sauter dessus, ce qui n'était pas notre intention, mais on a manifesté notre mécontentement de tous ces corps marchands. Voilà. Lily, Lison, je voudrais revenir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'on peut les applaudir. Donc c'est difficile parce qu'on se connaît maintenant, mais vous avez participé donc au collage à ses débuts, mais très vite vous avez fondé un collectif qui s'appelle le collectif Afrofemme, avec lequel vous faisiez au départ des collages aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ça a été nécessaire à ce moment-là de créer votre propre collectif ? Oui, alors du coup, c'est vrai que j'ai commencé par créer Collage Afrofemme Marseille, parce que c'est vrai que je faisais partie des équipes de collage et comme ça peut arriver souvent, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de problématiques qui étaient liées au racisme qui étaient énoncées dans les collages. Et après, c'est vrai que j'ai créé le collectif suite à... quand j'ai fait de la manif en fait en 2020, le 2 juin. Et pour situer, donc Lily est à l'initiative avec une autre personne de la manifestation de juin 2020 au lendemain de la mort de George Floyd. C'est du ça. Meurtre de George Floyd. Et qui a été une énorme manifestation à Marseille. Oui. Il faut le dire. C'était pas prévu. Je pensais pas. Oui. Je pensais qu'on serait 50. On était 5000. Mais c'est pas grave. Du coup, en fait, c'est que c'était en coïncidence avec l'appel d'Assa Traoré. Donc, du coup, en même temps, j'avais déjà l'idée que j'avais dans ma tête de vouloir faire des collages un peu plus spécifiques liés aux problématiques des personnes noires et des minorités de genre noir. Et suite à cette manif, donc, j'ai créé le collectif. On a commencé à faire des collages qui étaient spécifiques, effectivement, à l'intersection de nos discriminations, mais également sur le racisme environnemental, parce que je viens de Guadeloupe et du coup on a pu faire des collages pour dénoncer le scandale du chlordécone. Est-ce que tu peux rapidement dire ce que c'est Alors le chlordécone, il faut savoir que le chlordécone est un pesticide, donc c'est un petit peu la même problématique que l'agent orange au Vietnam. C'est un pesticide qui a été interdit en Europe dans les années 70, mais pour écouler ses stocks, la France a décidé de les envoyer dans les Antilles et ils ont été utilisés dans les bananeraies. Et donc du coup, nous sommes le premier département français qui a le plus de cancers de la prostate, sans parler des problèmes qui sont liés aux femmes qui travaillent dans les champs. Donc en fait, ça c'est un cheval de bataille qu'on mène aussi. Et du coup, donc, j'ai créé ce collectif et je me suis rendu compte qu'il y avait de la demande et qu'il y avait des personnes qui se sont rejointes justement pour faire ces collages contre le racisme environnemental ou bien spécifiques aux personnes et minorités de genre noir. C'est la question ? Oui, mais on va revenir vers l'espace public, mais ce qui est intéressant justement, et vous le racontez bien dans l'entretien qu'on a eu dans le livre, c'est que à travers ce collectif, la pratique du collage n'a pas tant fonctionné que ça, et que finalement ce qui marche aujourd'hui, c'est un nouveau concept que vous avez développé, les soirées About Love, oui, pour personnes noires et queer, oui, en non-mixité, et qui se passe dans des lieux comme le centre LGBT QIA+, qui vient d'ouvrir à Marseille, ou au bar queer Le Boom. Avant, oui. Et donc là, j'en viens à ma question sur les lieux et sur l'importance des espaces en non-mixité, et on y reviendra plus tard, parce que
vous aussi, Patricia Guillaume, à l'époque, vous avez eu besoin de développer des lieux dans lesquels vous vous sentiez en sécurité, dans lesquels vous vous sentiez bien, qui étaient aussi des lieux en non-mixité, donc c'était plutôt des lieux féministes et lesbiens à l'époque. Alors là, je vous pose la question à toutes les deux. En quoi c'est important pour habiter l'espace public d'aller se ressourcer dans ces lieux-là, d'avoir ces espaces-là pour peut-être sortir plus fort et ensuite occuper un espace qui est encore aujourd'hui violent? Tu vas répondre avant? Ça va, merci. Oui, alors du coup, moi je pense que c'est important pour les personnes, en tout cas queer, noires, parce que nous sommes des personnes non blanches qui vivons des expériences dans des espaces majoritairement blancs. Ce qui fait que nous, cette non-mixité, je me suis rendu compte que justement, c'est un concept qu'on a créé, mais la non-mixité existe depuis la nuit des temps. En France, par exemple, hein, ou en politique, ça existe déjà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, ça nous permet de... C'est vrai, c'est que des hommes blancs. Du coup... Sur les terrains de boule à Marseille. Et sur les terrains de boule à Marseille aussi, voilà. Du coup, en fait, moi, comme je dis, en fait, on s'est inspiré de Bell Hooks, en fait. C'est se donner de l'amour, en fait. C'est se créer ces espaces... sans jugement, où on peut ne pas... En fait, on est soulagé, on n'a pas de ressurgissement, il n'y a pas de traumas qui vont ressurgir. On se sent en sécurité et on se sent légitime. Et du coup, ces espaces nous permettent de nous rencontrer, des fois de construire une lutte collective, mais c'est surtout se donner de la bienveillance sans jugement, qui pour moi, en fait, nous permet de nous ressourcer. C'est là, comme vous l'avez dit, mais c'est aussi... Chez moi, comme je dis, c'est rallumer cette flamme et avoir cette légitimité qui nous permet de revenir dans ces espaces publics majoritairement blancs et de savoir qu'on a notre place quelque part et de ne pas l'oublier. Et encore une fois, de savoir que nous ne sommes pas seuls. Oui, c'était exactement notre envie, notre besoin. En fait, quand tu es dans un lieu où d'autres que toi sont avec les mêmes intérêts ou le même ressenti, tu existes déjà dans le regard de l'autre et donc tu existes tout court, parce que je suis d'une génération où, moi, en étant lesbienne, j'étais peu représentée en 77 justement. Et j'ai d'ailleurs fait les frais, comme certaines de mes amies de l'époque, d'un internement, puisque ça faisait partie des maladies mentales. Et donc, j'ai été internée, évidemment, en psychiatrie. Pas longtemps, heureusement pour moi, j'ai eu une rage de dents, j'ai dû sortir, ça s'est bien tombé. Sauvée par la rage de dents. Mais sinon, ce lieu qui s'est créé lorsque je suis rentrée en militance... Le premier lieu à Marseille s'appelait La Douce Amère. Et c'était un lieu très important pour nous, parce que nous nous y retrouvions pour une partie ludique, festive, et également pour réfléchir à notre place dans la société, notre place à Marseille, notre place partout, notre place dans la famille, notre place tout court, quoi. Et donc notre existence. Et grâce à ça, on s'ancre en fait, on s'ancre dans sa place, dans son territoire, et on devient quelqu'un à part entière. Hein, voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut finir sur ça. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir encore. Alors, si vous le voulez bien, revenons maintenant à notre ville féministe imaginaire. Ça y est, on peut se déplacer d'un point A à un point B sans avoir peur. Mais la question se pose alors, où allons-nous? Car il faut se rendre à l'évidence, les hommes ont plus de légitimité à s'installer dans l'espace public, ce qui se traduit forcément par une appropriation masculine des lieux dédiés aux loisirs ou à la flânerie. C'est en tout cas ce que montrait encore récemment un rapport de 2021 de la métropole Aix-Marseille-Provence. Les femmes se déplacent principalement pour accompagner les enfants et les personnes à charge du foyer, là où les hommes se déplacent principalement pour aller au travail ou à des loisirs. Alors si vous le voulez bien, montons maintenant jusqu'au Plan d'Ao, un quartier situé à Saint-Antoine,
dans le 15e arrondissement de Marseille. D'ici, on voit toute la rade. Au milieu des immeubles, peu de femmes. Mais si on marche quelques mètres, on arrive devant une devanture colorée. C'est le Café des femmes. Et à son origine, la lumineuse Souad Boukeshba et son association Les Femmes du Plan Daou en Action. Dans son livre « La puissance des mères », la sociologue Fatima Wassak développe le concept de mère dragon, qu'elle oppose au concept de mère tampon. La mère tampon est le plus souvent assignée à la sphère privée et à son rôle de mère. La mère dragon, au contraire, sort dans l'espace public, prend de l'espace, prend sa place, s'y organise collectivement. Elle devient un sujet politique dont il faut prendre compte. Et Souad Boukeshba en est un très bon exemple, à mon sens. En 1997, enceinte de son 3e enfant, elle quitte un mari violent et retourne s'installer au Plan Daou, où elle est née et où elle a grandi. Là-bas, elle se rend compte que beaucoup de femmes sont dans sa situation, des mères célibataires, isolées, qui peinent parfois à joindre les deux bouts et dont les enfants sont confrontés à la fois au réseau de trafic de drogue, mais aussi et surtout aux violences policières. C'est pourquoi, un an plus tard, avec une vingtaine d'autres habitantes, elle décide de créer l'association des femmes du Plan Daou en Action. Si au départ, l'association vient apporter une aide alimentaire à ces femmes en situation de précarité, elle devient très vite un outil d'émancipation. Groupe de parole, séjours, activités entre femmes, activités dans l'espace public. Entre 2000 et 2010, de nombreuses amicales et associations de femmes naissent de cet élan dans différents quartiers populaires de la ville. Mais si Souad a réussi à rendre le café aux femmes de son quartier et ailleurs, et nous y reviendrons un peu plus tard, d'autres espaces manquent encore de mixité. Je pense par exemple aux équipements sportifs publics, qui occupent une grande partie de l'espace public marseillais. Je pense par exemple au City Stade, aux aires de musculation ou encore au skatepark. Ces lieux sont occupés à 90% par des hommes. Alors si vous le voulez bien, retournons maintenant dans le centre-ville et arrêtons-nous au City Stade du Parc Longchamp un dimanche matin. Comme toutes les semaines, les membres du Drama Queer Football Club s'entraînent. Cette équipe de football transféministe, créée en 2020, compte dans ses rangs uniquement des femmes cisgenres, des personnes trans et des personnes non-binaires. Et vous imaginez qu'il a été difficile pour l'équipe de s'imposer sur le City Stade. Mais il n'est rien face aux obstacles qu'elle a rencontrés lorsqu'elle a voulu passer à l'étape supérieure. Car depuis sa création, l'équipe a vite grandi et a très tôt eu besoin d'un terrain plus grand. Et ce souhait s'est très vite transformé en réel combat pour s'imposer à la fois sur les terrains et dans les fédérations sportives qui, on le sait, sont largement dominées par les hommes. Alors, si vous le voulez bien, on va retourner un tout petit peu en arrière. En 1997, déjà, le groupe de supportrices Les Cagoles de l'OM, porté par Cécile Hibernac et affilié au célèbre club Marseille Trop Puissant, dénonçait déjà le sexisme dans le milieu du football à Marseille. Dans leur manifeste, elles comparent les droits qu'ont les hommes et les femmes dans ce lieu. Elles disent « si les femmes se comportent comme les hommes, elles sont systématiquement taxées de cagoles ». Et on le sait, ce terme, encore aujourd'hui, souffre de stéréotypes sexistes. La cagole est trop provocante, trop bruyante, trop vulgaire, trop superficielle. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont décidé de revendiquer ce terme. Je vous propose de découvrir quelques photos de l'époque et de vous lire un extrait du manifeste. On n'est pas des minettes de Paris, on est des vraies cagoles de Marseille. Nos forces, nous, on les puise sous le soleil. Les Spice Girls à côté, c'est du pipi. Au stade, on met le feu plus que les mecs. Qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, faut faire avec. On n'est pas du genre à faire la vaisselle ou à descendre gentiment les poubelles. Notre style à nous, c'est plutôt beaucoup de 51 et très peu d'eau. Debout, sur le comptoir, il faut nous voir. Danser pour célébrer la victoire. C'est sûr, l'image de la femme en prend un coup. Chez eux, qui confondent gonzesse et toutou. Mais pour ceux qui savent ce que c'est qu'une nana, on est le top, le rêve, le nirvana. Alors, je vous ai parlé de Souad Boukeshba, fondatrice des Femmes du Plan Daou en Action. Et j'aimerais l'accueillir sur scène ce soir en compagnie d'une autre personne qui a aidé à rendre les lieux de loisirs plus vivables
pour les habitants et les habitantes de Marseille. J'appelle Mathis Esbry, cofondateur du Drama Queer Football Club, à me rejoindre avec Souad. Si vous pouvez les applaudir bien fort. Merci beaucoup d'être là ce soir. Je mets juste le petit chrono. Souad Boukeshba, on va peut-être commencer. Merci d'être là. Qu'est-ce que votre association, à l'époque, et le Café des femmes aujourd'hui, apportent au quotidien aux habitantes de votre quartier? Alors, bonsoir tout le monde, déjà. L'association apporte beaucoup. Les femmes du quartier ou les quartiers environs, parce que quand même, on a beaucoup d'adhérents qui viennent un peu de Saint-Antoine et autres. Et ces femmes se sentent soutenues, se sentent accueillies comme si c'était chez elles. Le Café des femmes leur permet d'avoir le groupe de parole qu'on fait avec les femmes. Ça leur permet de parler, de se livrer. Souvent leurs problèmes au quotidien, déjà, c'est très important pour elles. Et c'est vrai que je vais un peu parler du Café des femmes, c'est du yoga, le bien-être de la femme, le ressourcement des femmes, le bien-être pour elles, déjà qu'elles se retrouvent, pour qu'elles soient bien chez elles. Et avec leurs enfants comme leurs compagnons, s'il y en a qui ont des compagnons, mais souvent c'est des femmes monoparentales, souvent seules, mais c'est un combat pour elles. Moi, en tant que femme seule et qui a subi, je me bats parce que j'ai eu 4 enfants quand même, et que nos enfants, d'un coup, se retrouvent. Quand ils me voyaient bien, ils étaient contents. Ils me disaient, maman, tu es belle, tu es bien. Mais si un enfant, il voit sa maman toujours en train de pleurer, de ne pas être bien, il n'est pas bien. Et moi, c'est important pour ça. Et l'association des femmes du Plan d'Aube, pourquoi le deuxième... voilà, on a fait un food truck Tata du cœur. Oui. Pour que les femmes, justement... En hommage à votre mère, c'est ça qu'on surnommait Tata, c'est ce que vous me disiez. C'est ça. Moi, ma mère, c'était une dame de cœur. Et quand on était petit, on a perdu notre père très jeune. Et elle nous a élevés à 9 enfants toute seule. Et elle nous a appris à aimer l'autre. Lui qu'on n'a pas, lui qui... Alors les voisins tous venaient chez elle. Elle faisait des beignets, elle leur faisait du café, elle sortait dehors, on parlait, on était... Voilà. Mais nous, en tant que petits, on se retrouvait, on était contents. Mais le plus, quand j'ai vu que les femmes battues, par rapport à moi, mon histoire, les femmes souvent ne sortaient pas et ne divulguaient pas leurs problèmes. Et moi, ce que j'ai fait avec le Secours catholique, quand je suis allée, que j'ai fait mes bénévolats, en même temps qu'ils m'ont aidé beaucoup. Et de là, je leur ai proposé de cuisiner, parce que je suis cuisinière de métier. Et j'ai dit, avec ça, en cuisinant, on peut parler. Et de là, j'arrive à parler. Et j'ai dit, les autres femmes faisaient de même. Et j'ai dit, alors, pourquoi je ne ferais pas cette association que le maire m'a aidé à faire, à cette époque, en 97. Et de là, nous et les femmes, on parle, on cuisine, et chacune de toute communauté, on se retrouve. Et ça, c'est important. Et c'est des moments de... Ce que vous me disiez, justement, en non-mixité, on en parlait tout à l'heure, donc entre soi, où il y a des moments de confidence, où on se retrouve, où on recoupe les vécus aussi. Tout à fait. Les vécus de chacune par enfant, parce qu'il y en a qui c'est avec la souffrance avec leurs enfants, il y en a qui c'est avec leur mari. Surtout dans l'époque où, voilà, de plus en plus, c'est beaucoup les enfants, il y a le mari ou les compagnons. Souvent, c'est ça. Et des fois, ça va très grave, c'est des situations très graves où nous, on intervient. On va avec plusieurs femmes, on va dans le domicile et on discute avec la personne et on calme le tout. Et il y en a qui sont encore ensemble et ça nous fait plaisir. Avant de passer à Mathis, justement, là, vous commencez à en parler et vous en parlez très bien dans l'entretien, dans le livre. Vous faites quand même un travail permanent au sein de votre quartier de protection des personnes en situation de précarité, que ce soit des femmes monoparentales ou les personnes âgées. Vous allez résoudre les conflits, vous allez offrir du soin aux personnes à qui on n'en a parfois jamais offert. Vous faites un vrai travail, en fait, et vous me disiez très justement que ce travail-là est souvent invisible et que des associations comme la vôtre et comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure sont peu soutenues.
Et en fait, vous venez faire un travail qui est essentiel dans le quartier. Et ce travail-là a été mis en lumière au moment du Covid, de la crise du Covid, puisqu'en fait, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de colis alimentaires, il y avait des gens qui mouraient parfois tout seuls. Et qu'est-ce qui s'est passé justement qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis du fait que ça a été enfin reconnu, ce travail-là essentiel de soins, en fait, qui ne devrait pas être mené par vous? Oui, en 2020, oui, c'est vrai que le Covid était là. Et on s'est mis, des personnes m'ont contacté, m'ont téléphoné, des personnes âgées, qui avaient des difficultés. Pour manger, il y en a qui n'arrivaient pas à se déplacer. Du coup, je suis allée, moi, le lendemain, le président disait nous sommes en guerre. Moi, j'étais dehors. Voilà, la guerre, je l'ai fait sur le terrain. C'est vrai que j'étais beaucoup fatiguée aussi, jusqu'à maintenant, parce que j'arrête pas. Mais je veux dire, à un moment, je montais les étages. Quand j'arrivais chez les personnes que je tapais, j'ai trouvé des personnes alitées. Dans leur lit, il n'y avait personne autour d'eux. Et elle me dit, entrez. Moi, je rentre, je vois que c'est une dame que j'ai connue petite. J'ai dit, c'est pas possible de voir laisser une personne seule, alitée, et qu'elle n'a rien autour d'elle. De là, j'ai mis un combat. J'ai dit, on ne va pas laisser les gens comme ça. Il doit en avoir combien dans cette situation? Alors, un plateau repas cuisiné avec les tatas du cœur, les femmes de quartier, pour leur donner un petit emploi, justement, de les sortir de leur misère sociale. C'est de leur amener un plateau repas, ces personnes âgées, aux familles monoparentales, et le bien manger, parce qu'il y a des petits qui ne mangent une fois par jour. Ils n'ont même pas un déjeuner. Et moi, c'est mon combat. C'est le combat de moi et mes bénévoles, hein, parce que c'est facile de dire moi, mais je parle un peu tout le monde, et on est tous dans ce cas de figure, logiquement. C'est de se battre contre la pauvreté qui se trouve à Marseille. Parce qu'il y a beaucoup de pauvreté invisible. Et c'est ça, les invisibles. C'est que souvent, c'est pas lui qui a besoin qui va venir taper. Il est beaucoup honte. Il a honte, comme les femmes battues. C'est la même chose. Et moi, je vais de l'avant. Je vais les rencontrer, je vais discuter. Et c'est un combat de toutes les bénévoles de faire et tout le monde. Et ça, c'est important qu'à Marseille, maintenant, comme on reconnaît depuis le Covid avec la ministre Nadjaye, c'est là que je suis allée à Paris, j'ai dit ce que je pensais. Et je parlais, les personnes âgées, les si. Et de là, elle me regarde, elle me dit, mais j'ai dit, je veux un food truck pour aider les familles à aller dans les quartiers. Il faut donner à manger. Elle me dit, mais arrête de rêver, Souad. Tu auras ton food truck. Et c'est vrai, j'ai eu mon food truck. Et j'ai été reconnue depuis. Merci. Alors revenons donc à l'espace public et à ces terrains qui sont occupés majoritairement par des hommes cisgenres. D'où est venue cette idée d'équipe de football? Est-ce que tu peux nous raconter la naissance de ce projet-là? Oui. Du coup, ça est né pendant la Coupe du Monde 2019, la Coupe du Monde féminine. Et on se retrouvait en terrasse de bar au Courjus ou à la Plaine pour regarder les matchs. Et on a suivi toute l'équipe des États-Unis avec Megan Rapinoe et plusieurs engagements politiques qui ont été pris par cette équipe à ce moment-là. Et avec les amis avec lesquels je regardais les matchs, on s'est demandé pourquoi nous, en tant que... On a grandi en tant que filles et pourquoi on n'avait jamais eu accès au foot avant. Et j'ai voulu essayer de jouer moi-même au foot après. Donc j'ai essayé avec des équipes qui existaient déjà à Marseille. Et au moment du Covid, il y a eu un nouveau confinement et on ne pouvait plus jouer le soir sur les terrains de sport. Et du coup, on en a profité pour s'installer dans l'espace public. Et on se retrouvait tous les dimanches matins au Parc Longchamp pour jouer au foot. Et comme pendant le Covid, il y avait peu d'espace de sociabilité en général, et que nous, on proposait une façon de sociabiliser en tant que personne queer à travers le sport, c'était quelque chose d'un peu différent et qui n'était pas très présent à Marseille avant. Et ça a vite attiré du monde, et c'est un groupe qui s'est formé petit à petit de cette façon-là. De façon assez informelle. Et ça a été difficile de s'imposer sur ce City Stade et ensuite?
Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter comment ça s'est passé ensuite quand vous avez voulu passer à l'étape supérieure, comme on disait tout à l'heure? En fait, moi, ce qui me fait rire quand je réfléchis au City Stade, c'est que c'était difficile de s'imposer, mais c'était des enfants. Hein. C'est des enfants de... C'était difficile, oui. Oui, parce qu'ils ont l'habitude de jouer entre garçons, et même les pères qui viennent jouer avec leur... C'est un City Stade, c'est tout petit, donc par exemple, il y a des pères qui viennent jouer avec leur enfant de 5 ans et qui supportent pas que nous, on puisse prendre la place. Et parfois, on doit vraiment rentrer dans un débat et ça peut devenir agressif avec des adultes. Mais la majorité du temps, c'est des enfants qui veulent pas laisser la place parce qu'eux aussi, ils ont l'habitude d'être là tous les dimanches. Et ils comprennent pas pourquoi, d'un coup, il y a des personnes queer, des femmes. Ils ont pas l'habitude que des femmes jouent au foot. C'est vraiment nouveau pour eux. Donc, ce qui nous a permis, petit à petit, d'avoir le terrain, c'est qu'on était un grand groupe. Et qu'on était soudés. Et c'est le nombre qui a permis... Ouais. Oui. Et justement, donc ensuite, comment ça s'est passé avec les adultes dans les terrains et les fédérations sportives? Du coup, comme c'est compliqué dans un parc, c'est encore plus compliqué auprès des institutions. Notre logique, c'était de dire on joue au Parc Longchamp, on aimerait jouer sur un stade synthétique à côté. Et le premier stade synthétique, c'est le stade Vallier. Mais la discussion avec ce club n'a pas permis de dégager un créneau, parce qu'ils n'arrivent pas à dégager un créneau pour une équipe féminine, ou transféministe encore moins. Et on a dû d'abord comprendre comment ça fonctionnait à Marseille. Donc à Marseille, il y a une 50aine de stades en synthétique. Et il faut faire partie d'une fédération pour pouvoir avoir un créneau. Il y a 2 fédérations pour le foot à Marseille, c'est soit la FFF, la Fédération Française de Football, ou la FSGT. Et avec la FFF, c'était très compliqué parce que nous, dans notre équipe, il y a des personnes trans. Et c'est un sujet qu'ils ne connaissent pas du tout. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. C'était pas possible. Ils ne savent pas comment faire jouer ces personnes sur un terrain de foot. Et avec la FSGT, c'était plus simple. On a pu trouver des compromis. Mais ça a été quand même une bataille, même. Parce qu'eux, ils sont plus ouverts. Mais il n'y avait pas d'équipe féminine en foot à 7 à la FSGT avant que nous, on fasse une demande. Donc c'était quand même un gros manque dans leur fédération. Et c'est quand même quelque chose qui a été... on était la première équipe qu'ils acceptaient dans leur fédération. Tout simplement. Et pour revenir à, vous le disiez tout à l'heure, à prendre sa place, c'est quelque chose dont on avait parlé. Ça fait quoi de prendre sa place dans le stade? Donc déjà, c'est difficile d'y arriver. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est, une fois qu'on a réussi à le faire, et c'est dur, est-ce que c'est quelque chose qu'on emporte avec soi en dehors du stade? Est-ce que s'imposer à cet endroit-là, un peu comme on le disait tout à l'heure avec Patricia et Lily, est-ce que ça aide ensuite à occuper l'espace public différemment? Pour moi, ce que j'ai apprécié, c'est que j'ai l'impression qu'on s'est réapproprié la chance qu'ont les mecs cis d'avoir une équipe de foot, mais plus dans le sens, c'est un groupe, et c'est un groupe avec lequel ils sont à l'aise. Et du coup, c'est vraiment se réapproprier un espace de sociabilité, mais en dehors des espaces de séduction queer, par exemple. Et du coup, se sentir entouré, se sentir soutenu, pouvoir monter des projets. Pour moi, c'est vraiment au-delà du sport. Et le foot a toujours été un prétexte, même s'il y a des personnes dans l'équipe qui aiment vraiment ce sport. Mais c'est un prétexte pour se faire des amis, monter des projets, aller plus loin, militer, prendre position sur certains sujets. C'est vraiment une force qui va au-delà du moment de l'entraînement et qui est vraiment une construction militante à travers cette équipe. Merci. Et Souad, je vous pose un peu la même question et vous pouvez rebondir si vous voulez. Mais est-ce que l'association, le café, la fréquentation de ces lieux-là a permis aux personnes, aux femmes qui viennent de se sentir plus puissantes à l'extérieur, de se sentir plus fortes,
le fait d'être en groupe aussi, on le disait, le nombre, parce que vous étiez quand même nombreuses dès les années 90. C'est ça, oui. On était nombreuses, on était à peu près en tout, ouais, plus de 700. C'était énorme. Pourquoi? Parce qu'on avait tous les quartiers. J'étais une des premières associations dans le 15 et 16 de femmes. Et du coup, on s'est surmergé. Il y en avait de partout. Mais c'est vrai que les femmes dans les quartiers, on se connaît. Nous avons grandi, nous sommes nés, on se fréquente, voilà. Et souvent, c'est des familles où, voilà, la fille, c'était tu vas faire le ménage, voilà, on était tous un peu issus comme ça. Mais en grandissant, moi, j'avais du caractère déjà à la base. J'étais, voilà. Mais quand je me suis mariée, c'est vrai que ça m'a affaibli, voilà. Je savais pas que j'allais trouver un dragon, hein, voilà. C'est comme ça. Et ce que je voulais dire, les femmes se sont senties très fortes. Et là, moi, déjà, ma force que j'ai donnée à certaines femmes, de dire, moi, où je suis passée, alors je raconte, elle écoute, elle se met à pleurer, elle me dit, ben, si toi, tu as réussi, moi, je peux réussir. Eh bien, c'est beaucoup et c'est un combat. Et voilà, je leur dis, si on se soutient pas entre nous, on n'arrivera pas. C'est ça le plus important. Merci beaucoup, Souad. Merci beaucoup, Mathis. Merci beaucoup. On peut les applaudir très fort aussi. On l'a donc compris en creux dans ce deuxième entretien. La municipalité a un rôle à jouer aussi pour rendre la ville, les stades, les quartiers plus accessibles aux femmes. Alors, quelle politique publique la ville de Marseille mène-t-elle pour rendre ces rues plus inclusives? Pour répondre à ces questions, j'invite Sophie Roch, adjointe au maire en charge de l'état civil et présidente d'HES France. Vous pouvez l'applaudir. Sophie Roch, merci beaucoup d'être là ce soir. Merci à vous. Je démarrais dans mon introduction en parlant de l'allocution du maire de la ville qui affirmait qu'on revenait de loin. En termes de politique publique, qu'en est-il? Est-ce qu'on revient de loin? On revient de décennies en fait de combats qui ont été quasiment absents et de prise en compte nulle en fait des combats pour l'égalité. On parlait des noms de rue. Je regardais un petit peu ce qu'il en était en 2019 sur 5000 rues, boulevards, impasses que compte la ville de Marseille. Il y avait seulement 81 noms féminins. Donc, autant dire que... 81 noms féminins sur 5000. Voilà. Donc, autant dire que c'est quasi nul et que tout ça va nécessiter en fait des années et des années de rééquilibrage. Voilà, ça ne se fera pas en un jour, mais il y a cette volonté de le faire. Aujourd'hui, dans les noms de rues, à chaque conseil municipal, on vote des noms de rues. On est parce que c'est un engagement de la municipalité, entre 65 et 80% de noms de rues qui sont attribués à des femmes. Et sur aussi des équipements municipaux, le centre social Germaine-Tillon, la piscine Alice Mia, ex-piscine Saint-Charles. Voilà. Donc Rome, c'est pas fait un jour, Marseille non plus. Mais il y a la volonté politique, parce que la volonté politique, c'est important à un moment pour accompagner l'égalité, les droits. Voilà. Il y a donc cette question des noms de rue, mais il y a aussi, et je pense qu'on le disait bien tout à l'heure avec les associations comme celle des femmes du plan d'Awan Action, il y a aussi il peut y avoir une volonté politique de subventionner, de financer ces associations-là qui mènent un travail, comme on le disait tout à l'heure, quand même colossal et
est très important, par exemple au plan d'Ao pour Souad Boukeshba. Qu'en est-il des subventions allouées aux associations féministes, mais aussi aux associations LGBTQIA+, ou les associations antiracistes? Alors, le soutien aux associations féministes, il y a encore 5 ans, c'était 40 000 € à l'échelle de la ville de Marseille, avec ce tissu associatif qui est quand même riche, foisonnant. C'était extrêmement faible. Aujourd'hui, c'est des subventions et un soutien au monde associatif féministe qui est à presque 300 000 €. Donc on a multiplié par 7 quasiment en quelques années le montant des subventions allouées, et on continuera sur cette voie-là dans parfois des contraintes budgétaires qui sont quand même importantes pour la ville, mais c'est marqué en fait notre soutien à ce monde associatif et sur la lutte contre les discriminations et les associations LGBT. Mais en fait, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de subvention, ou en tout cas, c'était pas sur une ligne précise, ni budgétaire, ni voilà. Donc ça, on partait en fait de quasiment zéro, et aujourd'hui, les subventions pour les associations LGBT sont autour de 250 000 € sur l'année 2023 et 2024. Et malgré cette hausse donc des subventions, comment vous expliquez qu'il y a encore beaucoup de collectifs féministes, d'associations qui ne reçoivent pas de subventions, voire même qui ne les demandent pas? Je pense qu'il y a une culture commune en fait à créer. On commence à mettre en place une culture commune de travail entre des mondes qui peut-être étaient très éloignés. J'ai moi-même été... et je suis toujours militante LGBT, et cette ville de Marseille, pour moi, et ses élus étaient éloignés. Moi, je me souviens d'une marche des fiertés en 2019 avec des barrières autour de l'hôtel de ville, et voilà, donc, et avec des élus qui n'étaient pas ni concernés, et par ailleurs qui étaient des militants anti-droit. Voilà, que ce soit Valérie Boyer, moi je me souviens de Dominique Tian, tous ces gens qui ont rempli les cortèges de la Manif pour tous, par exemple. Donc moi-même, quand j'étais militante, je n'avais pas de rapport de confiance avec l'institution. Et c'est ce rapport-là qu'on essaye de trouver, de réinventer. Alors ça peut se faire avec un peu de crainte, avec peut-être un peu parfois peut-être un peu s'engueuler ou pas se comprendre, mais en tout cas, créer une culture commune de travail et d'échange autour de projets associatifs, ça fait aussi partie en fait de ce qu'on met en place, je pense, depuis maintenant 2020. Et justement, l'ouverture récente du centre LGBTQIA+, est un exemple on en parlait tout à l'heure, de l'importance des lieux, mais c'est un exemple aussi Oui, de soutien et de la volonté qu'a eu la ville, parce sait que ça fait très longtemps que ce projet est mené et porté par les associations marseillaises. Je pense à Mémoire des sexualités. Tout à fait, c'est un projet qui est une revendication des associations et des personnes LGBT depuis maintenant des décennies. Et c'est vrai qu'on est dans une région où on est sur des villes qui sont plus petites que Marseille, Avignon, Nice, et il y a des centres LGBT depuis longtemps, et ce n'était pas le cas à Marseille. Alors, il y a eu des lieux qui ont reçu les associations, les 3G, le planning, où il y avait des réunions interassociatives, mais il n'y avait pas de lieu. Et il a fallu la volonté de la ville, en fait, aussi, pour pousser, en fait, ce projet. Et pour nous, c'est une immense fierté d'avoir enfin ce centre LGBT à Marseille. En 2018, suite à la création de l'outrage sexiste, un nouveau délit qui visait à lutter contre le harcèlement de rue, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a administré à ses agents une formation inédite sur ces problématiques. Alors, les résultats montrent que ça a été très peu utilisé, en fait. Vous, notamment, vous avez engagé un partenariat avec l'association FLAG, qui travaille à l'amélioration de la prise en charge des publics LGBTQIA+, par les services de la police. Là encore, ça a été compliqué, pour des raisons internes, notamment à l'association. Mais en quoi c'est important, en fait, d'aller former les équipes en interne, que ce soit les agents municipaux, que ce soit la police, que ce soit
en quoi c'est important de mener ce travail-là, en fait. Et je pense aussi aux retours qui ont été faits de l'application Safer. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette application qui était pour lutter contre le harcèlement à la plage à Marseille, où là encore, il y a eu un problème de formation aussi des équipes de médiation, dans les retours qui ont été faits en tout cas. Oui. Alors, comment on fait pour former à ces endroits-là? Là aussi, on est sur un rattrapage parce que l'intérêt en fait et la volonté politique étaient inexistantes, et du coup former des agents, l'enjeu c'est de former des agents à recevoir tous les publics et de les recevoir sans discrimination, et du coup il y a un plan de formation interne, il y a des choses qui se mettent en place parce que l'accueil du public par ailleurs il y en a partout, hein. Il y en a dans les crèches, il y en a dans les bibliothèques, dans les musées, dans les bureaux de proximité, dans les mairies de secteur. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on a mis en place, de former et de mieux former et de sensibiliser nos agents à l'accueil du public et à un accueil du public, de tous les publics, sans discrimination aucune. On en a parlé déjà ensemble et vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous êtes vous-même militante. En 2021, vous prenez la parole avec d'autres élus dans la Marseillaise. Des personnes qui sont là en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour revendiquer votre homosexualité. En quoi ce témoignage public est important aujourd'hui quand on aborde la question de la visibilité et les représentations dans l'espace public? Alors, je pense qu'il y a moi, je sais que, par exemple, dans ma jeunesse, j'ai longtemps souffert de l'absence de modèle. Tout simplement, je ne savais pas ce que c'était une lesbienne. Je ne l'avais pas vue. Donc il a fallu l'arrivée de certaines séries télé pour me dire « Ouh là là, je peux voir des lesbiennes à la télé ». Enfin, voilà. Et donc la question du modèle, avec tous les guillemets que ça comporte, hein, c'est pas être un modèle, c'est pas forcément être un exemple, mais dire oui, je suis une personne lesbienne et je fais de la politique et je suis élue. C'est un message, et même s'il y a peut-être que 3 ou 4 jeunes qui l'ont lu, où je suis une personne trans et je suis un élu trans, parce qu'on a des élus LGBT qui sont dans toutes les lettres de la communauté, donc c'est très bien. Si ça peut aider ne serait-ce qu'un ou 2 jeunes, parce qu'ils ont lu l'article, moi je pense que c'est important, et c'est important d'incarner en fait les combats, de savoir c'est pas seulement des idées politiques, c'est qui les porte à un moment donné, et je pense que c'est l'engagement politique, il est là aussi pour ça. C'est un milieu qui reste, on en a parlé, y compris à gauche, dominé par le modèle hétéro-cis masculin en fait, mais il ne faut pas non plus il ne faut pas hésiter aussi à se dire qu'il ne faut pas rester éloigné aussi du monde politique et prendre ses armes militantes, prendre ses armes intellectuelles, prendre une carte ou pas, s'engager dans le militantisme associatif, dans le militantisme politique, c'est aussi mieux incarner les combats, parce que qui d'autre que les personnes concernées à un moment donné peuvent aussi porter des politiques publiques d'égalité. D'ailleurs, certains élus ont joué un rôle, par exemple, au moment où il a fallu trouver un terrain. Donc il y a quand même, dans le cas des Drama Queer Football Club, il y a quand même un rôle à jouer, vous l'avez très bien dit, et on l'a vu tout à l'heure, des élus à ces endroits-là, même parfois en interne. Oui, tout à fait. Il y a après des jeux d'influence en interne, comme dans toutes les collectivités, hein, où à un moment, il faut, même si ce n'est pas visible, mais en tout cas, on favorise et on pousse aux politiques publiques en faveur de l'égalité. Mais moi, je suis par ailleurs fière, je profite de cette occasion pour le dire, je pense qu'à Paris, on a Alice Coffin, qui est une femme que je respecte profondément pour ses combats, mais qui est très seule dans le paysage politique parisien. Et moi, je suis fière qu'à Marseille, il y ait plusieurs élus LGBT, out, et militants qui ne sont pas out simplement comme certains premiers ministres, mais qui sont aussi des personnes militantes, et qui, je pense, resteront des personnes militantes toute leur vie, y compris après la politique.
Merci beaucoup, Sophie Roch. Merci. Notre ville féministe imaginaire commence enfin à prendre forme. Ça y est, on peut se déplacer, se divertir et flâner, sans crainte. Ensemble, plus fortes, on peut maintenant réclamer nos droits sans avoir peur. Et on peut manifester, car manifester, c'est concrétiser son appartenance à la ville, c'est s'indigner ensemble, en nombre et physiquement contre les violences sexistes. Et quel meilleur endroit que la rue pour le faire. Nous sommes le 8 mars 2023 et sous l'ombrière du Vieux-Port, des dizaines de stands et d'associations locales. Il s'agit de la zone d'occupation féministe organisée par le collectif Marseille 8 mars à l'occasion de la Journée internationale pour le droit des femmes. Quand on sort du métro, un espace garderie sur notre gauche et devant plusieurs groupes qui préparent des pancartes pour la manifestation qui partira à 17h30. La journée se déroule dans un mélange d'excitation et de joie. Depuis 2018, le collectif Marseille 8 mars et avant lui le collectif Marseille féministe mènent un vrai travail de remobilisation autour du 8 mars et du 25 novembre, autre date importante puisqu'il s'agit de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Un travail qui a payé dans cette ère post-MeToo où chaque année les manifestantes se font plus nombreuses. 500 environ le 25 novembre 2019, elles étaient 3500 le 8 mars 2020, un chiffre qui ne décroît pas depuis. Mais la remobilisation a été un peu compliquée à ses débuts à Marseille. En 2019, après l'appel du collectif Nous Toutes au niveau national pour remobiliser autour du 25 novembre, c'est 150 000 personnes qui défilent dans les rues de toute la France. On parle alors de déferlante violette, la couleur de la cause, l'une des manifestations féministes les plus importantes depuis longtemps. À Marseille, la manifestation réunit environ 500 personnes contre 8000 à Lyon, par exemple. En cause, notamment, une rupture générationnelle et idéologique. Les associations, historiquement organisatrices, et les nouveaux collectifs, dont le collectif Marseille féministe, peinent à s'entendre. Et parmi les principaux sujets de dissension, la défense des travailleuses du sexe, la lutte contre la transphobie et la lutte contre l'islamophobie. Depuis, la manifestation est souvent scindée en deux. Quelques années plus tôt, en 2005, le collectif féministe pour l'égalité publiait un communiqué dans lequel il déplorait que certaines manifestantes aient été exclues de la marche mondiale des femmes au prétexte de leur foulard. Dans ce texte, elles racontent comment elles ont été empêchées de monter dans le train qui amenait à la marche, mais aussi humiliées dans le train, puis dans la manifestation. Je ne vais pas rentrer ce soir en détail avec vous sur ces détails, ces guerres intestines au sein des luttes féministes. Elles sont importante et le phénomène s'explique au niveau national et à Marseille. Mais ce que ce phénomène montre surtout, c'est que toutes les femmes ne sont pas tolérées de la même façon dans la rue. Si le genre est le dénominateur commun de bien des violences, d'autres marqueurs, notamment sociaux, la déterminent. Voilà par exemple quelques chiffres. 85% des personnes trans ont déjà subi un acte transphobe. 80% des femmes en situation de handicap sont victimes de violences. 75% des agressions islamophobes le sont contre des femmes. Pendant mes recherches, je suis tombée sur un court documentaire qui s'appelle « La nuit, je marche » et qui a été réalisé par Christine Gabory, Ivora Cusack et Agathe Dreyfus. Tourné la nuit du 7 au 8 mars 2015 lors d'une marche de nuit non mixte féministe. Vous allez le voir dans cet extrait, les militantes marseillaises, déjà en 2015, revendiquaient un féminisme plus inclusif. Tu es sans papier, tu es travailleuse, tu es en CICAE, tu es travailleuse du sexe, tu t'occupes de tout, tu veux pas d'enfants. Viens! Tu es handicapée, tu fais du vélo, tu es femme au foyer, tu es sourde. Viens, 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 viens! Tu es épilée, tu es grand-mère, tu as envie de prendre de la place, tu te fais pas dépister. Viens! Tu es fière d'être
féminine, viens. 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 T'en as marre d'être polie, jeune fille. Tu te sens seule, tu n'as pas le permis. Tu es harcelée par ton patron. Viens. Viens. Tu veux te faire ligaturer les troncs. Viens. Viens. Tu as galéré pour te faire avorter. Tu es flippé dans la rue la nuit. Tu es en colère. Tu te sens mal chez le médecin. Viens. Tu es méprisée par les profs de tes enfants. Tu es une survivante. Tu pètes les plombs. Tu es heureuse. Et bien plus encore. Cette perspective intersectionnelle, c'est-à-dire le fait de considérer que les différentes formes d'oppression s'articulent et se renforcent mutuellement, s'est démocratisé après MeToo. Mais existe, on vient de le voir, depuis bien longtemps à Marseille. On doit d'ailleurs le terme aux afro-féministes dans les années 90. Cette perspective intersectionnelle rend la rue à toutes les femmes qui en étaient exclues jusque-là. Elle offre une diversité de femmes fortes dans l'espace public. Et pour évoquer cette question, j'invite à me rejoindre sur scène une jeune féministe, Myriam Loussif, également autrice. J'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Vous êtes donc, je le disais, l'autrice du recueil intitulé Les défaillances du cœur qui, je cite, évoque la vie d'une jeune adolescente banlieusarde et qui, à mon sens, montre bien comment les discriminations peuvent s'ajouter les unes aux autres. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous lire un texte de ce recueil ? Oui. On l'applaudit pour lui donner un peu de force. Nous sommes. Je suis celle qui, durant ma scolarité, a été le sujet favori des médias. Une année pour la longueur de mes vêtements, une autre pour ce que je place sur ma tête. Je suis celle qu'on en a privée de parole beaucoup trop longtemps. Je suis la personne qui ne doit pas montrer son torse s'il est développé. Je suis celle que l'on sexualise quand je porte des lunettes ou alors quand j'ai une sucette à la bouche. Je suis celle à qui on dit de se couvrir quand je nourris mon enfant. Je suis celle à qui on demande de quitter le bus pour son voile, celle que l'on accuse d'être provocatrice quand je porte une jupe. Je suis celle que l'on accuse d'être une mauvaise mère lors des dîners. Je suis celle qui doit subir les défauts de son mari ainsi que son infidélité pour ne pas être la risée de la famille. Je suis celle à qui on a donné une date de péremption pour avoir des enfants. Je suis celle à qui la société crée des complexes si je décide de ne pas m'épiler, maigrir, grossir, me maquiller ou ne pas le faire. Merci beaucoup pour cette lecture, Myriam. Ce texte est très beau et très fort. Pourquoi vous avez décidé de l'écrire ? À quel moment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce texte ? Qu'est-ce qui l'a déclenché ? J'ai commencé à l'écrire il y a 2 ans. Et au début, ça parlait que de moi en tant que femme. Et petit à petit, je me suis ouverte à d'autres thématiques. Et c'était vraiment... au début, quand je parle de porter une jupe, je parlais de moi. Et ensuite, du voile, je parle encore de moi. Quand je parle d'être la risée de la famille, parce que si je subis pas l'infidélité, c'était une discussion entre ma mère et sa copine. C'était vraiment des trucs que j'allais recueillir à droite à gauche. Je me suis dit que c'était important d'écrire quelque chose où tout le monde se sentait concerné, où tout le monde pouvait se dire « Ah oui, c'est moi », et que la seule cause, c'était le fait d'être une femme. Et justement, votre rapport à l'espace public, à vous, c'est quoi aujourd'hui ? Au début, ça a été très compliqué parce que les premières fois où ma maman allait me laisser sortir ou être seule, c'était compliqué parce qu'il y avait du coup l'harcèlement de rue. Et ensuite, c'est par rapport au voile que ça a été encore plus compliqué parce que le harcèlement de rue, il y a encore.
mais c'était où à l'école on n'est pas forcément accepté, ou à chaque fois que je parlais de débat, je débattais avec mes profs sur cette thématique ou autre, une fois on m'a parlé des hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra, ou alors même chez le psy où on me disait, quand je me plaignais de ça, on me disait ah mais tu sais j'ai la maman d'un ami qui était dans un pays arabe et on se moquait d'elle parce que elle était pas habillée sur la plage, donc c'était à chaque fois on me ramenait à ça, donc ça a été compliqué, mais ça c'est de mieux en mieux parce que justement il y a ces femmes avant moi qui ont créé des espaces où moi je peux m'exprimer là-bas, où on me donne confiance en moi en tant que femme, que ce soit en tant que femme tout court quoi, avec ou sans le voile ou autre. Donc oui, là ça va beaucoup mieux. Et ces espaces, donc c'est des espaces en non-mixité, c'est des espaces qu'il a été difficile de trouver, c'est quoi comme espace ? Au début, en tant que femme, c'était à l'école, c'était avec ma prof de français, du coup en 5e. On parlait de plein de thématiques dont on n'abordait pas forcément chez moi ou avec mes copines ou dans la rue. Et ensuite, ça a été avec des collectifs, notamment, c'est pas un collectif, mais c'était des réunions anti-islamophobie à la DAR. Et là, je me suis dit, ah oui, on est quelque part, quoi. Et moi, que ce soit sur toutes les féministes que je suivais sur Insta, toutes les manifs, je voyais pas de femmes qui portaient le voile. Donc là, ça m'a vraiment rassurée de me dire que je pouvais parler sans être radicale, complotiste et tout ça. Ou de ramener cela à ça, alors que c'était le sujet, quoi. Et ça veut dire quoi, justement, pour toi, aujourd'hui comment tu perçois ton féminisme ? Ça veut dire quoi pour toi ? Il se manifeste vraiment par une grande sororité envers toutes les femmes, déjà, et le fait de soutenir ces femmes, vraiment. Même pour moi, c'est déjà pouvoir être dans la rue ou à la maison, dans tout l'espace qui a été créé, et aussi une vraie sororité. C'est quelque chose qui revient souvent, même dans tes textes sur lesquels tu écris. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit ? Je ne l'ai peut-être pas dit, mais vous avez 16 ans. 17. Qu'est-ce que vous pensez de cet héritage, de ce qui a été dit J'ai trouvé ça très beau, je suis vraiment très fière d'elle. Et j'ai eu des frissons quelques fois, je me suis des fois sentie très comprise. Et des fois, je me suis dit, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Et c'était peut-être des thématiques où je ne me sens pas vraiment concernée. Mais c'est vraiment bien que tout le monde ait sa place quelque part. Je me répète, je crois. Non. Ok. Tu insistes. Oui. C'est bien. Et j'ai peut-être une dernière question parce que j'ai un petit peu dépassé le temps. Mais qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir, pour vous, pour les femmes dans l'espace public ou ailleurs ? Tout simplement que la lutte, elle continue, que, encore une fois, toute femme se sente à sa place où elle veut, j'espère plus jamais entendre une femme dire « je peux pas faire ça parce que je suis une femme », que ce soit une profession, aller quelque part ou autre. Et ça serait vraiment le rêve. Merci beaucoup, Myriam. Nous y voilà, dans notre ville féministe rêvée. Une ville dans laquelle les rues seraient accueillantes pour toutes et tous. Une ville dans laquelle nos corps ne poseraient plus problème, dans laquelle ils ne seraient plus trop sexués, trop couverts, pas assez, trop foncés, trop vulnérables, trop puissants. Une ville dans laquelle nous n'aurions plus besoin de hurler pour être entendus. Cette ville, malheureusement, n'existe pas encore. Mais parce qu'il y a toutes les personnes que vous avez rencontrées ce soir, cet imaginaire devient peu à peu une réalité. Merci.